Vous pensez peut-être que nous serons bientôt une civilisation planétaire, ou alors que cela prendra encore des millénaires, voire jamais. Mais est-il possible d'utiliser une méthodologie pour prédire une date approximative à laquelle nous deviendrons une civilisation de type 1 ? Lorsque, lors d'une balade hasardeuse sur la toile, je tombe de façon fortuite sur un article scientifique au titre Prédire la frise chronologique de l'humanité pour atteindre la civilisation Kardashev de type 1, voici à peu près l'expression qui se dessine sur mon visage. Et forcément, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler à vous, chers abonnés futuristes. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par curiosité, pensez à vous abonner, il y a des chances que vous aimerez les sujets traités ici. La classification de Kardashev a tenu l'épreuve du temps. Depuis 1964, elle sert de guide approximatif pour savoir où nous placer sur une échelle de civilisation avancée. Initialement conçue pour réfléchir à la vie extraterrestre, elle sert également dans une perspective de projection vers le futur de la civilisation d'origine humaine. C'est un des sujets qui revient souvent dans la communauté futuriste. Dans sa première formulation, l'échelle de Kardashev était basée sur la consommation globale d'énergie d'une civilisation. De nos jours, le terme consommation d'énergie engendre facilement une connotation négative dans l'esprit des gens. C'est synonyme avec énergie fossile, pollution, réchauffement climatique. Donc forcément, lorsqu'on envisage des civilisations qui consomment toujours plus d'énergie, on se dit que c'est une catastrophe. Ça craint quoi. Mais il est tout à fait possible de découpler la consommation d'énergie avec la pollution. Si on prend du recul, l'énergie est simplement la capacité de faire des transformations. N'importe quel objet dans l'univers consomme de l'énergie. C'est donc une métrique logique pour mesurer l'étendue des possibilités à disposition d'une civilisation. La présupposition initiale dans cette réflexion est qu'une civilisation de type 1 est capable de faire plus de choses qu'une civilisation de type 0,5. Que ce soit pour voyager, se nourrir, se soigner, se protéger des dangers, construire des trucs, etc. Et elle peut le faire en ayant un impact moindre sur l'environnement, par exemple en maîtrisant les énergies renouvelables de sa planète mère. A noter également que l'idée d'expansion spatiale est intimement liée à l'échelle de Kardashev, puisque plus une civilisation a de l'énergie à disposition, plus elle peut entreprendre des projets spatiaux. C'est pourquoi cette classification revient souvent lors des réflexions autour du paradoxe de Fermi et des civilisations extraterrestres. Autrement dit, si vous pensez qu'il existe des civilisations spatiales, c'est peu probable qu'elles consomment moins d'énergie que nous. Et oui, quand on y pense, ça paraît logique. Nikolai Kardashev a défini 3 types distincts de civilisation. Une civilisation de type 1 est généralement définie comme celle qui peut exploiter l'équivalent de toute l'énergie qui atteint sa planète d'origine à partir de son étoile mère. Les civilisations de type 2 sont des civilisations stellaires et doivent être capables d'obtenir et de stocker toute l'énergie libérée par leur étoile mère. Le type 3 est appelé une civilisation galactique et peut accéder à une grande partie de l'énergie générée par la galaxie. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, en 2019, la consommation mondiale totale d'énergie était de 161 530 TWh. À partir de cette estimation, et en la comparant à l'énergie qui atteint la Terre d'environ 10 puissance 16 watts, il a été calculé, notamment par une formule de l'astrophysicien Carl Sagan, que la civilisation humaine se trouve à 0,728 sur l'échelle de Kardashev. Donc nous sommes une civilisation de type 0,7, ce qui est une information essentielle si nous souhaitons mesurer quand est-ce que nous atteindrons le type 1. Le physicien Michio Kaku estime que si la croissance humaine atteignait en moyenne un taux d'environ 3% par an, nous serions un type 1 dans 100 à 200 ans, un type 2 peut-être dans quelques milliers d'années, et un type 3 dans 100 000 à 1 million d'années. Cependant, cette estimation est le résultat d'un modèle de croissance exponentielle qui ne prend pas en compte les limitations physiques des sources d'énergie. Car c'est évident que si une civilisation produit et consomme une quantité suffisante d'énergie pour être qualifiée de type 1, tout en détruisant activement le monde même dont elle tire cette énergie, son existence en tant que civilisation avancée sera clairement en grand péril, elle finira par s'effondrer avant d'atteindre le type 2. Là où cette nouvelle étude se démarque des précédentes prédictions, est justement la prise en compte des limites physiques des énergies, ainsi que la façon dont leurs estimations peuvent changer dans un avenir proche. Notamment sous l'influence des recommandations de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, les projections de l'Agence internationale de l'énergie, ainsi que les plans de transition énergétique affirmés par les gouvernements avec des objectifs de neutralité carbone aux alentours de 2050-2060. 5 types d'énergie sont considérés par l'étude: le charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire et renouvelable. 3 d'entre elles sont des énergies fossiles, et les auteurs ont essayé d'établir le taux de déclin de ces dernières dans la part totale énergétique de la civilisation.
De toute évidence, il reste encore beaucoup à faire pour réaliser la transition énergétique et, sauf scénario miraculeux, les combustibles fossiles joueront encore un rôle important dans notre approvisionnement énergétique total dans la décennie 2030. On verra donc un taux de déclin annuel relativement bas, commençant à 2%, mais il s'accélérera progressivement. L'humanité devrait finir par se libérer de la dépendance aux combustibles fossiles si les gouvernements sont suffisamment conscients des problèmes environnementaux et si les ressources énergétiques alternatives, telles que le nucléaire, le solaire et l'éolien, sont développées dans la mesure où elles peuvent remplacer les hydrocarbures. La consommation de combustibles fossiles diminuera jusqu'à une valeur relativement faible, car notre société n'en aura alors qu'un besoin minimal. Compte tenu de cette hypothèse, le taux de déclin sera relativement important dans les années 2040. Quant aux énergies renouvelables, elles représentent environ 11% de l'énergie totale en 2019 et un quart de la production mondiale d'électricité aujourd'hui. De toute évidence, ces ressources constitueront une part importante des sociétés à faible émission de carbone de demain. Pour parvenir à une transition énergétique complète, l'Agence internationale de l'énergie suggère que les 2/3 de toute la production d'énergie proviendront de sources renouvelables, y compris, mais sans s'y limiter, l'énergie solaire, éolienne et géothermique, le tiers restant étant couvert par l'énergie nucléaire. Selon leurs données, le taux de croissance moyen du nucléaire était de 7,53% de 1971 à 2018. En revanche, la croissance des énergies renouvelables n'est que de 2,17%. Différentes hypothèses auront le potentiel de produire des résultats radicalement différents. Mais ces suppositions n'en demeurent pas crédibles et elles servent à informer la question de savoir quand est-ce que nous atteindrons le type 1. Ce qui nous ramène à la formule de Carl Sagan pour calculer l'échelle de Kardashev. Les auteurs de l'étude projettent que la civilisation humaine peut en effet atteindre une valeur K de 1 avec ses 5 sources d'énergie, même lorsque les combustibles fossiles seront abandonnés. Et la date estimée est l'an 2371. Alors que faire de cette estimation ? Personnellement, je pense que la rigueur pour justifier cette date à travers l'étude la rend plus crédible à mes yeux que l'avis de mon plombier si je lui demande la même question. Donc en ce sens, ça a de la valeur. Maintenant, nous sommes tous conscients que le futur échappe très souvent à nos tentatives de prédiction, aussi rigoureuses soient-elles. Les imprévus viennent fréquemment faire fluctuer les dates. Des événements comme les guerres, révolutions et autres bouleversements économiques et sociaux ne sont pas inclus dans la timeline menant jusqu'à 2371, ce qui est logique puisque ces derniers ne peuvent pas être formalisés dans une équation. Ce n'est pas de la psychohistoire de l'univers de fondation qu'on fait là. Certains prendront cette date de 2371 comme étant extrêmement optimiste, en pensant que la civilisation va s'effondrer d'ici là et que nous deviendrons type 1, à la limite, dans plusieurs millénaires, si ce n'est jamais. Pour les plus techno-optimistes, 2371 semble bien trop loin. Assurément, l'intelligence artificielle et la fusion nucléaire sont autant de technologies révolutionnaires qui vont accélérer notre passage vers le type 1. Et il est vrai que les auteurs de l'étude n'ont pas inclus de potentielles percées technologiques vers de nouvelles formes d'énergie. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Tout ça ne veut pas dire que nous atteindrons le type 1 le 5 mars 2371 à 8h. Mais on peut être confiant que ce ne sera pas l'année prochaine, ni dans 1 million d'années. Il y a une zone entre les extrêmes qui se rétrécit à mesure que l'on étudie les tendances énergétiques de la civilisation. On a donc peut-être là une date qui sert d'ancrage, nous permettant de situer une zone temporelle crédible vers laquelle nous passerons le stade de civilisation de type 1. Que ce soit un peu avant ou un peu après n'a pas une grande importance en soi. Mais dites-moi si vous trouvez que cette date est raisonnable, si vous pensez que nous atteindrons le type 1 avant ou après, et quelles sont les raisons qui vous poussent à choisir l'un plutôt que l'autre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.